un exemple, mais tu vas prendre une Twingo qui n'est pas déductible, ça va te coûter moins cher que de prendre une Tesla modèle X qui est 100% déductible. Je pensais que mon bonheur venait des dépenses que je faisais le week-end. On va faire un resto, on va s'acheter des vêtements, etc. Donc je pensais que mon argent me servait à acheter que du matériel. C'est le premier problème. La première des choses qui empêche les gens qui ont peu de moyens, qui sont pauvres, à devenir plus riches, c'est déjà l'incompréhension de l'inflation. Parce que quand le mec il gagne le même salaire que toi, il est aussi heureux que toi, mais il épargne 3 fois plus que toi par mois, tu te dis bon, il y a peut-être quelque chose que moi j'ai pas compris. Moi personnellement, j'ai décidé de ne pas faire de travail au noir. C'est difficile d'aller à la salle de sport parce que la salle de sport, tu vas avoir des résultats après 3 mois, après 6 mois. Alors que manger des chips dans ton canapé, tu vas avoir des résultats immédiats. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour. Où nous allons analyser une question brûlante qui est celle de pourquoi devenir riche est si difficile lorsqu'on est né pauvre. J'aurais mis un silence. Et avec Antoine, on va essayer de répondre à cette question. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont vraiment essentiels à souligner. Et selon moi, le fait de comprendre ces éléments-là, ça va vous permettre de ne pas en être victime et donc de pouvoir changer votre rapport à l'argent si vous devez le changer ou tout du moins l'améliorer pour justement réussir davantage à vous enrichir. Je pense que la première des choses qui empêche les gens qui ont peu de moyens, qui sont pauvres, à devenir plus riches, c'est déjà l'incompréhension de l'inflation. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu en es conscient Antoine, mais on est dans une société où il y a évidemment de l'inflation. Et ça veut dire que chaque année, ton pouvoir d'achat, il est grignoté. Donc le capital dont tu disposes, chaque année perd en valeur. Donc si tu places ton argent, enfin pas le placer, mais simplement si tu mets ton argent sur un compte en banque, qui va être rémunéré, admettons, à 2%, en réalité, par rapport à l'inflation réelle, on va dire qu'il peut être de l'ordre de 4 ou 5%. En fait, ton capital, chaque année, il perd 3%. Donc, tout l'argent que tu économises, en fait, perd de la valeur. Exactement. C'est pour ça que pendant un moment, le propos qu'on avait, c'était de se dire, bon, au lieu de le mettre à la banque, potentiellement, où je peux le mettre. C'est ça. Et je pense que ça, c'est déjà une des premières choses parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, et je pense d'ailleurs les Français et les Belges font partie des gens qui économisent... en banque, tu veux dire? Ouais, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, mais en réalité, beaucoup de cet argent est stocké en banque. Et l'argent qui va être stocké en banque, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est des liquidités qui peuvent être immédiatement disponibles pour partir sur un projet, justement. Oui, bien sûr. Mais simplement les stocker de cette manière-là, c'est être victime de l'inflation et donc perdre tous les ans sans en être conscient. Et c'est ça qui est pour moi vraiment pernicieux. C'est le fait de perdre et de pas en avoir conscience. Moi, c'est le déclic que j'ai eu le plus important ces dernières années concernant ma situation financière. À partir du moment où j'ai entendu cette phrase qui a été dite par quelqu'un que tu mets ton argent tous les ans à la banque et comme il y a de l'inflation, tous les ans, en fait, tu perds l'argent que tu gagnes. Et quand tu réfléchis, tu dis waouh, c'est quand même compliqué. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'argent à la banque parce qu'on parle d'investissement immobilier. Donc, tu as besoin d'avoir de l'argent à la banque, mais dans le but de l'investir. Si ton but, c'est de mettre 25 ans d'épargne, peut-être qu'il y a mieux à faire que de le mettre à la banque et la bourse, autre, ou ça peut être plus intéressant. Mais effectivement, et on va se rendre compte, je pense, que en fait, la différence entre riches et pauvres, au-delà de l'argent, c'est un problème de mindset. Oui, et de mindset, mais aussi, et j'aimerais venir là-dessus, sur la compréhension des mécanismes financiers. Et justement, le fait d'être conscient de l'inflation, ça fait partie de la compréhension des mécanismes financiers. Ouais. Si tu es riche, tu vas éviter justement de laisser 100, 150 000, 200 000, 50 000 euros sur un compte. Et admettons que c'est toute ton épargne, parce que... c'est pas délirant à un certain âge dans ta vie d'avoir 100 000 euros sur un compte, tu vois. Bon, si tu les as à 25 ans, c'est que peut-être, voilà, soit tu as eu un héritage, soit tu as réussi à faire des investissements, à faire des projets, etc. Et tu es très fort. Mais à un certain âge, c'est pas délirant, en fait, d'avoir ce type de somme. Mais si tu les as, en fait, sur un compte et que tu les utilises pas, ça veut dire que tu n'es pas conscient de l'impact de l'inflation. Donc ça, c'est la première des choses. Et quand on vient de présenter un rendement à 2% ou à 3%, quand on dit ok, tu vas bloquer ton argent, tu vas mettre ça sur un compte bloqué, un compte à terme pendant X temps et ton argent va te rapporter 3% et que tu es content avec ça, c'est qu'en fait, tu n'as pas conscience de ces mécanismes-là. Et donc ça, c'est déjà une des premières choses. La deuxième chose, et celle-là, finalement, elle est très importante, c'est le fait que les gens pensent. Je ne sais pas, j'aimerais ton avis sur le sujet, parce que tu as été une victime de ce biais, mais les gens pensent que épargner, c'est difficile. Épargner et gérer un budget, que c'est quelque chose qui est difficile, et donc les gens ne sont pas prêts à faire l'effort, le changement, parce qu'ils se disent
c'est compliqué, c'est pas pour moi. Alors, voilà. ça l'est au début, et en fait, la finalité de l'épargne ne l'est pas. En fait, ce qui est compliqué, c'est que, on en discutait tout à l'heure, ce qui est dur quand tu dois épargner. En fait, ce qui est dur au début quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est que moi, l'impression que j'avais quand j'avais pas beaucoup de sous, donc j'ai pas manqué, j'étais pas dans le besoin, mais voilà. C'est que ça servait à rien. C'est que cet argent devait être dépensé. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé, je faisais un métier qui me plaisait pas forcément, et je pensais que mon bonheur venait des dépenses que je faisais le week-end. On va faire un resto, on va s'acheter des vêtements, etc. Donc je pensais que mon argent me servait à acheter que du matériel. Déjà, c'est le premier problème. Et quand j'ai commencé de décider de changer et d'épargner, parce que cette phrase, comme quoi ton argent perd de la valeur en banque tous les ans, j'ai dit, putain, il y a quelque chose là. Et en fait, c'est dur au début d'épargner parce que tu dois changer. C'est ça qui est dur. Tu dois changer et te dire, là, ce week-end, j'ai l'impression d'avoir un besoin de dépenser pour me sentir bien. Et en fait, non, cet argent-là, je ne dois pas le dépenser. Au début, c'est dur, tu vois. Tu dois trouver autre chose à faire, tu ouvres un livre, tu te rends compte que lire un livre et aller bouffer un resto, c'est pas la même passion quand même, tu vois. Mais à long terme, une fois que tu as réussi à adopter... Moi, aujourd'hui, mettre de l'argent de côté, c'est naturel et normal. C'est la première chose que je fais dès que je reçois mon salaire. Au début, quand tu veux épargner, tu épargnes à la fin du mois. Bon, il me reste 50 €, je vais mettre de côté. Donc, tu n'épargnes pas, tu vois. Mais une fois que tu as procédé à ce changement, tu te rends compte qu'en fait, c'est quelque chose qui, de un, doit être fait et qui, en fait, est facile parce que c'est la première chose que tu fais dans le mois. Mais cette étape de changement, de remise en question, va forcément entraîner un sentiment de privation au début et c'est ça qui est compliqué, tu vois. Et c'est une question de pensée limitante, en fait. On a beaucoup plus de pensées limitantes quand on a moins de besoins que quand on en a plus, je trouve. Et on s'enferme dans des façons de penser. Et c'est aussi pour ça que du coup aller fréquenter d'autres gens c'est intéressant parce que quand le mec il gagne le même salaire que toi, il est aussi heureux que toi mais il épargne 3 fois plus que toi par mois, tu te dis bon il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Je peux être heureux sans dépenser 300 balles toutes les semaines quoi. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un autre élément, et là je vais te poser quelques questions pièges, ça sera notre petit blind test et on va voir si tu es capable d'y répondre. Mais je pense qu'un des éléments également, c'est le manque de connaissances financières. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de concepts économiques assez basiques, mais dont les gens n'ont pas conscience. C'est-à-dire, je vais donner le premier, c'est celui du coût d'opportunité. Antoine, est-ce que tu peux nous définir un coût d'opportunité ou alors me dire ce que tu vois comme étant un coût d'opportunité. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que les gens ne parviennent pas à s'enrichir parce qu'ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas ce réflexe immédiat du coût d'opportunité. Alors moi, de ce que j'ai compris du coût d'opportunité, c'est par exemple... Tu peux nous donner un simple exemple? Alors, je décide de plus claquer mon argent tous les mois. Et je décide de mettre 300 € de côté tous les mois. Au bout d'un an, j'ai un capital. Au bout d'un an, je tombe sur une occasion que je peux acheter ou que je peux louer ou autre, peu importe occasion, immobilier ou autre, mais je peux me le permettre que si j'ai réussi à économiser cet argent tous les mois au bout d'un an. Donc il y a la rencontre de la chance, mais aussi de mon effort personnel d'avoir accepté de mettre de l'argent de côté pour un jour peut-être me dire cet argent va me servir à quelque chose. Est-ce que c'est ça selon toi le coût d'opportunité globalement? Alors, il y a un mélange de travail personnel et de chance qu'il faut savoir saisir, mais pour savoir saisir cette chance, il faut avoir accepté de faire un travail en amont qui te permet de saisir cette chance, tu vois. Je trouve que tu as une certaine éloquence et j'apprécie beaucoup ta manière de répondre aux questions. Mais non. Et j'étais fort à l'école pour pas te donner la bonne réponse, mais j'étais pas loin. Et ta capacité à être... on va t'appeler... Tu connais le film, je pense que c'est des affranchis, Tony Langui. Mais... Okay, on va t'appeler Antoine Langui. Okay, non, le coût d'opportunité, on pourrait le résumer comme ça. Ça va être le fait de refuser à un moment donné une certaine chose, d'accord, pour en choisir une autre. Et donc, si tu refuses ça, c'est le coût auquel tu te condamnes pour faire cette autre chose. Donc, je vais te donner un exemple concret. Si tu as 10 000 €, tu peux soit utiliser ces 10 000 € pour les investir dans l'immobilier. Ou aller en vacances. Non, ou les utiliser par exemple pour investir en bourse. Okay. Et donc tu dois être conscient du coût de chacune des choses. Et en investissant en bourse, tu vas finalement t'interdire de l'investir dans l'immobilier. Et ça a un coût. Ça a le coût de... si j'avais investi dans l'immobilier, dans 20 ans, cet immobilier vaudrait autant. Mais je l'ai investi en bourse. Et donc, tu dois faire ce calcul de qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi. Je donne un autre exemple. Je vais aller vivre dans un pays avec une fiscalité à 0%, d'accord, pour ne pas payer d'impôts. Donc, à ce moment-là, mon assiette fiscale va réduire. Donc, je vais gagner de l'argent. Mais le coût de ça va être le fait de refuser l'opportunité d'investir dans l'immobilier. Parce qu'en vivant dans ces pays avec une fiscalité faible, souvent, l'accès
au monde du crédit est pratiquement impossible ou très difficile. Et donc, je vais refuser quelque chose. Un choix va impliquer de renoncer finalement à un autre choix avec le coût que ça va engendrer. Mais dans l'immédiat, c'est quand même renoncer à quelque chose pour un choix qui est normalement meilleur dans le futur. Non, parce que ça n'a pas spécialement un impact qui est temporel. Temporel. Ok. C'est vraiment, j'ai deux choix. Mais si je fais ce choix-là, je vais te donner encore un autre exemple. Ouais, donc avantage, inconvénient, lui a plus d'avantages, bah, le coût d'opportunité est plus intéressant pour ça. Oui, c'est toujours à toi de choisir. Tu vois, de te dire, ok, je vais donner un exemple qui peut être... je vais donner mon exemple, par exemple. Si moi, je faisais du coaching... Eh bien, aujourd'hui, je gagnerais une certaine somme d'argent, mais ça m'empêcherait de faire de l'immobilier. Ah oui. Et donc, c'est un coût pour moi d'aller faire du coaching. Mais le fait de faire de l'immobilier a un coût parce que je dois payer quelqu'un qui le fait à ma place, d'une certaine façon, si je le résume. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment, tu es face à différents choix et tu dois être conscient des coûts de chacun des choix. Mais le problème, c'est que la conscience de ces coûts demande une certaine... prise de recul et une certaine connaissance financière. Donc on en revient à ce que tu disais par rapport à l'éducation. Exactement. Et au final, je pense même que ça rejoint le premier point où tu disais dans le premier point que la différence, c'était un petit peu la mentalité entre les autres et que donc par exemple épargner, ça paraît normal pour quelqu'un qui a grandi dans une famille où tout le monde épargne et qui a de l'argent. Tu vois? Donc forcément, moi je grandis avec l'éducation et économiser c'est simple. Donc économiser pour moi c'est facile. Mais c'est comme le coût d'opportunité. Je vais donner encore un autre exemple. Ouais. Je décide de faire des études de 5 ans. Ouais. Parce que derrière, soi-disant, potentiellement j'aurai un meilleur salaire. Ça va dépendre évidemment du secteur. Mais ça va dépendre du secteur. Mais ça veut dire que je m'empêche d'aller travailler maintenant, tout de suite, et de gagner tout de suite de l'argent. Ouais. C'est tout à un coût. Et le truc, c'est être conscient du coût des choses. C'est vraiment quelque chose qui est important mais lorsqu'on veut s'enrichir, parce que du coup on fait les bons choix. Je donne encore un dernier exemple. Moi je connais beaucoup, soyons sérieux, beaucoup de gens qui ont des entreprises et qui dans leurs entreprises, et c'est une autorité publique, beaucoup de gens font du travail au noir. D'accord. Dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises, dans les entreprises de tout niveau. Moi personnellement, j'ai décidé de ne pas faire de travail au noir. Alors ça me coûte plus cher fiscalement, mais par contre, ça me permet de pouvoir investir. Ah oui, parce que donc j'ai un coût. On va dire que tu payes plus, donc potentiellement tu gagnes moins, mais l'argent que tu gagnes, parce que comme il est déclaré, propre, il est investissable. Voilà, il est déclaré, il existe, et donc ça me permet d'investir. C'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu décider, même si il faut toujours respecter la loi, mais j'aurais pu décider de prendre de l'argent en liquide, et donc la société fait moins de chiffres, donc je suis moins solvable auprès des banques, et donc c'est de l'argent comme ça, mais ça empêche d'avoir ça derrière. En général, c'est comme dans ma profession, je peux choisir d'être coach indépendant ou salarié. C'est ça. Coûts d'opportunité différents d'un domaine et de l'autre. Exactement. Et donc l'idée, c'est d'être conscient de ces coûts d'opportunité. La deuxième chose, et là je vais pas te demander de faire un calcul, mais c'est la conscience des pourcentages. C'est-à-dire les gens ne sont pas conscients du pourcentage, par exemple, sur un crédit. Exemple, tu fais un crédit à la consommation de 10 000 € et on te dit le taux, c'est 9%. Tous les ans. Et ton crédit, il est sur 10 ans. C'est pas 9% sur 10 ans. C'est 9% l'année, plus 9%, plus 9%. Certaines personnes vont penser que c'est 9% sur 10 000, et donc ça fait 1 000 € le coût de ton crédit. Et du coup, tu fais 9 fois le nombre d'années. 9% fois le nombre d'années. Non, je sais pas exactement comment on fait le calcul, mais c'est 9% l'année, c'est pas 9% 25 ans. Je peux t'expliquer comment fonctionne le calcul, c'est des maths de base, mais t'as 9% sur les 10 000 €, et puis à chaque fois que tu vas rembourser, mais c'est 9%, mais sur le reste. Voilà, mais qu'on va à chaque fois annualiser, tu vois, c'est 9% divisé en 12 parce que donc c'est par rapport. 9% de 10 000, 9% de 9 000, 9% de 8 000, 9%. Voilà, mais exactement. c'est pas 9% de 10 000 de base que tu penses payer. Et donc à la fin, tu payes vraiment très cher. Et donc, ça veut dire qu'un crédit sur 25 ans pour un investissement immobilier ou un crédit sur 20 ans, tu vas avoir, avec même le même taux, tu vas avoir une grosse différence sur la somme que tu vas rembourser à la fin. Alors après, et là, c'est justement... coût d'opportunité aussi, du coup. Voilà, t'as tout compris. Est-ce que c'est mieux de mettre plus d'argent sur 20 ans ou en mettre moins tous les mois, mais plus à la fin des 25? Et là, c'est pas une réponse que je peux te donner comme ça, tu vois. Ça dépend, mais il faut être conscient du coût d'opportunité. Et donc, ça veut pas dire que sur 25, c'est nécessairement mauvais, mais il faut être conscient de ce que ça va te coûter. Un autre élément, c'est la vélocité de l'argent. C'est à quelle vitesse
tu vas faire revenir ton argent. Je donne un exemple. Tu fais un investissement immobilier, tu mets un certain apport. La question, c'est en combien de temps tu récupères ton apport de départ, par exemple en liquidité. Donc, admettons, tu ne mets pas grand-chose, hein, on va dire que tu fais un petit investissement, tu mets 10 000 euros. D'accord ? Combien de temps il te faut pour récupérer ces 10 000 euros ? C'est un paramètre qui est intéressant à analyser parce que tu rembourses, tu as peut-être un petit peu de cash flow qui va te rendre ton argent, mais tu dois considérer quelle est la vélocité pour pouvoir l'analyser, te dire quand je mets de l'argent, en combien de temps je le récupère dans la machine ou j'investis dans un business, en combien de temps je vais récupérer mon argent. Et de la même manière, tu peux analyser aussi, c'est quelque chose qui est pas souvent analysé, ça c'est un truc, beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent tombent dans ce piège-là. Je te donne un investissement et je te dis, Antoine, sur cet investissement, c'est certain, c'est un investissement, c'est certain, c'est pas moi qui te vends quelque chose, mais toi tu sais, tu l'as trouvé, c'est un investissement qui est certain. Tu vas gagner 100 000 euros. D'accord. Par contre, ça va te prendre 5 ans. Par contre, je vais te proposer un investissement où tu gagnes 40 et ça te prend 1 an. Tu as un certain nombre de gens qui vont prendre celui de 100 000 en 5 ans. Ah non, c'est 40 en 1 an. Oui. Tu as 4 ans pour après faire fructifier 40 000 euros et pour gagner plus de 100 000 voilà. euros. Mais un certain nombre de gens vont avoir une sorte d'aversion à la perte, un manque de calcul de base, qui vont dire, mais non, moi je préfère 100 000 euros. Ah bah c'est comme on disait, il y avait des questions souvent, c'était tu préfères 1 million d'euros maintenant ou X euros tous les mois. Et en fait, quand tu fais le calcul tous les mois, tu es largement gagnant sur ton million d'euros. Et il vaut mieux prendre tous les mois. Non, mais ça dépend. Non, il faut prendre 1 million d'euros tout de suite. Ça dépend. Non, oui, non, la bonne réponse, c'est que tu dois prendre. Tu te trompes. La bonne réponse, c'est que tu dois prendre 1 million tout de suite parce que justement, ce 1 million que tu prends tout de suite, c'est une bonne question. D'ailleurs, je vous pose la question dans les commentaires. Est-ce que vous préférez 1 million d'euros maintenant tout de suite ou 10 000 euros tous les mois pendant 1 an? Non, 100 000 euros. Non. Ou 2 000 euros tous les mois à vie. 1 million. Tu vois, ou même 5 000 à vie. 1 million, parce que le million, tu peux le transformer en 5, 6, 7, 8, 10 euros, 10 000 euros par mois. Oui, tu n'es même pas obligé de le transformer en par mois. Tu peux le réinvestir pour. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est assez important d'avoir conscience de ces éléments-là. Alors, un autre élément, je pense, c'est le taux horaire. Les gens n'ont pas conscience de leur taux horaire. À combien tu travailles de l'heure. Et donc, normalement, si tu sais plus ou moins à combien tu travailles de l'heure ou à combien tu peux travailler de l'heure, en principe, tu devrais déléguer les tâches qui sont moins chères que ton taux horaire. Donc, c'est exemple, si toi, tu travailles dans ton entreprise, tu gagnes, c'est un chiffre, 20, 25, 30, 40, 50 euros de l'heure, mais tout ce qui a à 7, 8, 9, 10 euros, tu dois le déléguer, normalement. Pour soit travailler plus dans ton entreprise, à condition que tu sois plus payé, sinon ça n'a pas, enfin, soyons réalistes, ou alors faire des choses parallèles dans lesquelles tu es capable de gagner plus d'argent. Et c'est là aussi que tu mérites en tant qu'employé d'être payé plus. Parce que tu coûtes 50 euros de l'heure, mais les tâches qui coûtent 7 euros de l'heure, qui toi font perdre l'argent à l'employé, tu me payes 50 pour faire une tâche qui vaut 7 euros. Je la donne à quelqu'un qui peut-être vaut 7 euros de l'heure. Et là, on retrouve son. Exactement. Okay. C'est la plus-value que. Mais voilà, et ça c'est vrai que quand tu as des positions de gestion managériale et tout dans une entreprise, c'est des choses que tu peux comprendre. C'est-à-dire, si tu es manager d'une équipe, tu vas peut-être te dire, tiens, les tâches de production simple du travail, je vais peut-être la donner à quelqu'un d'autre, et moi je vais faire une tâche qui est plus stratégique, de planification, d'organisation de certaines choses au sein de l'entreprise, mais parce qu'en fait cette tâche elle a une valeur horaire en réalité qui est plus importante que le fait d'être dans la production. Mais donc ça c'est assez important, c'est d'avoir conscience de ces choses-là, et donc en étant conscient de ton taux horaire, tu vas par exemple comprendre que ça ne sert à rien d'aller faire la file le samedi dans un grand magasin pendant 45 minutes pour essayer d'aller récupérer 4 euros sur ton ticket de caisse. Tu vois ? Parce que c'est en dehors de ton temps horaire. Tu ne dois pas t'en occuper. Et ça, pour moi, ça fait partie en fait, de réflexions qui, à mon sens, lorsque tu es né dans une famille pauvre et que tu es né en étant pauvre, c'est pas spécialement des choses qu'on t'a enseignées. Et donc, tu n'as pas cet état d'esprit qui fonctionne de cette manière-là. Le problème, c'est que tu n'as pas une réelle connaissance et valeur de l'argent, en fait. Et moi, pour rebondir sur un truc sur le taux horaire aussi, par exemple... Et donc, tu es émotionnel avec l'argent. Ouais, beaucoup. C'est bien, c'est mal, l'argent, ça pervertit les gens, l'argent, c'est ceci. Non, l'argent, c'est neutre. Et pour revenir sur le taux horaire, il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas bien le taux horaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu es indépendant, que tu gagnes 90 euros de l'heure,
ça y est, t'es aux anges. Mais derrière, ils comprennent pas qu'il y a des taxes à payer, etc. Et moi, par exemple, dans mon domaine où je suis salarié, quelqu'un qui est indépendant, qui gagne le même taux horaire que moi, il va devoir faire 2 fois plus d'heures. Tu vois? Parce qu'il y a des déplacements, des trucs, et c'est des choses auxquelles ils pensent pas. Et en fait, je pense que le problème dans ça, c'est le fait de toujours être sur le prix et de vouloir toujours le moins cher. Ça, je pense que c'est notre mentalité. C'est intéressant, mais je pense que par exemple, il y a des moments, c'est peut-être plus intéressant de mettre un peu plus cher sur un objet qui va durer dans le temps, plutôt que d'acheter pas cher et de le racheter tous les 2 mois, par exemple. Voilà. Et pas rester focus que sur le prix. Parce que sinon, on se limite. Exactement. Exactement. Un autre élément assez rapide, mais tu as certainement des exemples là-dessus, mais c'est le problème avec la gratification immédiate. Quand tu es pauvre, tu es en fait dans la gratification immédiate. C'est-à-dire tu veux immédiatement être félicité de quoi que tu fasses. Et donc c'est difficile, et c'est là que le sport par exemple intervient, c'est difficile d'aller à la salle de sport, parce que la salle de sport, tu vas avoir des résultats après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, après 10 ans. Alors que manger des chips dans ton canapé, tu vas avoir des résultats immédiats. Et la gratification, elle est importante dans la gestion des finances. Tu vas avoir de l'argent, tu vas toucher ton argent immédiatement, tu vas le dépenser, gratification immédiate, tu vas le garder, mais gratification différée, parce que plus tard, tu pourras avoir ceci, cela, etc. Tu vois. En fait, la différence entre un riche et un pauvre, c'est ta gestion de la dopamine, indirectement. Oui. Et après, pas chez tous, parce qu'il y a même des gens qui sont devenus riches et qui, justement, ont redécouvert ce besoin matériel parce que maintenant, ils peuvent se l'acheter, et après, ils ressombent dans la pauvreté parce qu'ils sont débordés de ça. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est quelque chose qui est relativement importante. Et encore une fois... la différence entre un riche et un pauvre, c'est qu'un... Donc après, peut-être qu'on peut... Parce que voilà, les gens, ils comprennent peut-être quand on dit pauvre. Moi, aujourd'hui, je suis pauvre, tu vois, je me considère comme pauvre. Je vis ma vie. Un pauvre, c'est pas forcément quelqu'un qui a plus d'argent le 10 du mois. À partir du moment où toute ma vie, je vais devoir peut-être travailler pour l'État et que j'aurai pas de retraite, je me considère comme pauvre. Donc, il faut pas qu'ils commencent à penser que... Voilà, quand on parle de riches, on parle de gens qui ont beaucoup d'argent. Et en fait, je me rends compte que la grosse différence... Un pauvre va toujours devoir faire... peut-être un peu plus d'efforts en termes de développement personnel au début. Il y a un déclic qui va être plus important à devoir faire, tu vois. À partir du moment où tu as grandi dans un contexte où le déclic il est fait chez tout le monde, c'est normal d'avoir le déclic. Et si tu l'as pas, souvent tu as des problèmes dans ta famille. Mais par contre, si tu es dans une famille qui n'a jamais le déclic, le fait que toi tu aies le déclic, voilà, c'est un peu l'exemple de quelqu'un qui grandit dans une famille complètement athée et du jour au lendemain il décide de se convertir. Bah voilà, il a dû faire quand même un chemin personnel pour en arriver là, et ça se salue, quoi, tu vois. Donc le développement, je crois que c'est la grosse différence, c'est le besoin de développement personnel peut-être plus important chez quelqu'un qui a pas baigné dedans, en fait. Et c'est indispensable. Ouais. À partir du moment où tu veux, en termes de finances, faire partie d'une certaine élite, je crois en Belgique, les 1% les plus riches n'ont que 1,5 million de patrimoine et 7 000 euros par mois. C'est pas énorme, enfin, c'est pas inatteignable. Non, mais bien tu sûr, vois. Mais donc si tu dis je veux être plus riche que les 1% les plus riches, parce que c'est très bien de dire ok, je veux plein d'argent, mais il faut savoir un peu le quantifier. Si tu dis moi je veux être riche, j'ai déterminé, je veux X millions d'euros de patrimoine, je veux tel revenu, etc. Mais si tu veux passer au-delà du seuil des 1% les plus riches, parce que 1% c'est que 1,3 million ou 4 millions et 7 000 euros par mois. Mais ça veut dire que tu dois être une personne différente. Bien sûr. Tu ne peux pas, si tu es dans une pièce, surtout quand tu es né pauvre, si tu es dans une pièce du coup avec d'autres pauvres, ce qui est le principe quand tu es pauvre, si tu es comme les 100 autres personnes, en fait tu vas rester pauvre. Si par contre tu es la personne qui est différente parmi ces 100 personnes, il y a des chances que derrière tu as aussi des résultats qui sont différents. Et puis tu vas te retrouver dans des sphères où au final tout le monde est comme toi. Ouais, bien sûr. Tout le monde fait partie des 1. Et il faut, ouais, bien sûr. Tu vois. Moi j'aime bien comparer la richesse et la pauvreté un peu comme le travail et talent. C'est-à-dire que tu es riche, je compare ça au talent. Tu as déjà des capacités de base. Par contre, un pauvre qui travaille peut devenir plus riche que le mec qui a du talent. Tu vois, il peut devenir plus talentueux. Tu vois. Et c'est important. Il y a des gens qui restent dans ce talent-là et qui n'ont pas les carrières qu'ils méritent d'avoir. Tout vient quand même plus par le travail. C'est bien d'avoir plus au début. Mais si tu travailles plus que lui, tu auras plus que lui. Je pense qu'au-delà donc des aspects à la fois de connaissances environnementaux, il y a aussi, et c'est aussi un autre aspect de connaissances, mais donc là on parlait des connaissances financières en tant que telles, mais il y a aussi la méconnaissance de la fiscalité. Ouais. Les gens qui n'ont pas d'argent ne connaissent rien aux impôts. Mais absolument rien. Moi je me souviens de mon père qui, il y a très longtemps,
aidait des personnes qu'il connaissait à faire leur déclaration d'impôt. Parce qu'à la base, mon père a fait des études dans la comptabilité. Et du coup, il aidait des personnes à faire leur déclaration d'impôt. Et il m'avait expliqué que en les aidant, il leur faisait récupérer, je sais plus, mais on va dire, admettons, l'équivalent de chaque année, peut-être il payait 2000 € d'impôts. Et avec le travail de mon père, il récupérait 3000 €. Tu vois, mais sauf que ça faisait des années et des années qu'il payait, mais il n'était conscient de rien. À partir du moment où ils se sont fait accompagner, gracieusement bien entendu, par mon père, mais ils ont récupéré en fait de l'argent. Évidemment, les années perdues, c'est perdu. Mais quand tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir à une petite échelle, parce que là, en fait, on parle de gens qui n'ont même pas vraiment conscience que la fiscalité existe. Tu comprends ce que je veux dire? Comme beaucoup de gens, en fait, c'est on doit remettre aux impôts. D'accord, mais est-ce que tu as déjà creusé, et je pense que tu faisais partie de ces gens-là, est-ce que tu as déjà creusé les déclarations fiscales? Est-ce que tu as déjà été voir qu'est-ce qui peut être déduit, pas déduit? Est-ce que tu as déjà été voir un comptable? Et en fait, si tu n'as même pas conscience de ça et que tu acceptes juste la déclaration simplifiée de base, mais en fait, tu perds beaucoup d'argent. Et sur plein d'autres éléments, comme sur les droits d'enregistrement, parce que par exemple, tu possèdes un bien, tu peux avoir des abattements, etc. Si tu n'as pas conscience en fait, de toutes ces choses fiscale, à terme, tu peux perdre énormément d'argent. Tu peux perdre énormément d'argent. Et quand tu as une entreprise, là, c'est encore pire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu as une entreprise, tu es obligé, tu es presque obligé, parce qu'en fait, tu pourrais ne pas en avoir. Mais oui. Mais pour moi, toute personne qui travaille doit avoir un comptable. Mais toute personne qui a une entreprise a un comptable, en règle générale. Qui travaille. Moi, mes parents ils sont kinés. Okay, ils n'ont jamais eu le besoin de faire de la comptabilité. Donc, vous avez sûrement tous connu ça. On a tous vu nos parents... 3 jours avant de rendre les déclarations d'impôts, des papiers partout sur la table, tu vois. Déjà, ça ruine un couple, ça ruine une ambiance et c'est horrible, tu vois. Tu as autre chose à foutre après la semaine de travail que tu as fait. Et moi, il y a un jour, j'ai décidé de passer par un comptable. Parce que je sais pas faire de déclaration d'impôts, j'ai jamais voulu faire. C'est un problème aussi, tu vois. Mais bon, l'administratif, c'est pas mon truc. Je vais voir un comptable. Il y a un moment, il faut avoir conscience de quelque chose. Je dois refaire un mur, c'est pas mon travail. Si je paye quelqu'un pour le faire, il va forcément le faire mieux que moi. La comptabilité, c'est pareil. Mon frère, il devait rendre aux impôts, ou je sais pas quoi, il trouvait ça bizarre. Je dis, va voir un comptable. Il a gagné 3000 balles. Donc tu dois 2000, t'en touches 3, mais en fait, t'en gagnes 5, tu vois. Et ils se rendent pas compte. Mais 5 tous les ans. C'est-à-dire que ça se trouve, dans 5 ans, tu peux investir une maison juste en récupérant tes impôts. C'est énorme. Et je pense que le problème qu'on a, nous aussi, en grandissant en dehors d'un secteur riche, c'est qu'on n'accepte pas de payer pour des services. C'est-à-dire que moi, au début, je dis, qu'est-ce que je vais payer un comptable 100 balles? C'est beaucoup. Mais il te fait gagner 2000 balles. Et c'est rien, 100 € sur 2000 € que tu gagnes, tu vois. Et à un moment, il faut accepter de payer certains services, tu vois, qui au final coûtent cher sur le coup, peut-être, et encore, mais à la fin, tu es gagnant. Et pour moi, toute personne qui travaille devait au moins une fois dans sa vie aller voir un comptable. Parce que si tu vas voir une fois, tu vas peut-être voir qu'il y a un déclic, et voilà. Et après, tu apprends et tu fais toi-même si tu veux. D'ailleurs, on le voit avec les gens qui sont dans des pays avec une fiscalité forte. Que, par exemple, par rapport à la fiscalité, ils pensent que, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire avec beaucoup de gens qui sont dirigeants d'entreprises indépendants, ils pensent que déductible veut dire gratuit. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec ma compagne. J'en parlais hier avec ma compagne. Que, par exemple, ouais, ça c'est bon, ça de toute façon je peux le déduire. Oh, on va au resto avec mon patron. Bah, mon patron il paye, pourquoi? Il peut déduire ça de son entreprise. C'est son argent, gros. Une fois, 2 fois, 3 fois, voilà quoi, tu vois. En gros, ça voudrait dire que c'est toujours celui autour de la table qui a le plus d'argent qui doit payer. Oui, mais déduire ne veut pas dire gratuit. Ouais. Tu déduis, ça veut dire tu vas récupérer, tu ne vas pas payer d'impôt sur une certaine somme. Imaginons, tu dépenses 1000 €, tu avais 1000 € sur ton compte, tu as 250 € d'impôt. Tu dépenses ces 1000 €, d'accord? À la fin, tu as 0 € d'impôt, d'accord? Admettons que tout a été accepté, évidemment, mais tout n'est pas déductible. Mais voilà, tu as 0 € d'impôt. Mais tu as combien d'argent sur ton compte? 0. Dans l'autre cas, tu as encore 750 €. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, déductible ne veut pas dire c'est gratuit, parce qu'à la fin, tu n'as plus d'argent. Si tu n'achètes que des choses qui sont déductibles. Ou alors, on le voit avec les voitures, ça c'est quelque chose qui me fait un peu rire. Mais tu as beaucoup de gens qui achètent, avec des entreprises, qui achètent des voitures qui sont énormes, mais parce qu'elles sont électriques et déductibles. Mais en fait, c'est au-delà de leurs moyens, ou au-delà de ce qu'ils voudraient réellement, mais juste, c'est déductible. Mais si tu prends une voiture qui est plus petite, mais qui n'est pas déductible, je prends un exemple, mais tu vas prendre une Twingo qui n'est pas déductible, ça va te coûter moins cher que de prendre une Tesla modèle X
qui est 100% déductible. J'en parlais avec un gars avec qui je travaille, tu vois. et il me dit, moi, il n'y a pas longtemps, dans l'entreprise, ils ont voulu me proposer un nouveau véhicule de fonction, etc., électrique, machin truc. Un gars avec qui tu travailles? Un gars, bah non, mais un gars que je coach. Ok. Voilà, ok. je travaille, c'est pour que ça fasse plus pro, un de mes patients, et que tu connais très bien d'ailleurs. Et on coach, puis on discute de ça. Il me dit, moi, l'entreprise m'a proposé une voiture. Il me dit, j'ai calculé. Il me dit, certes, elle est déduite, machin, mais en fait, tous les mois sur mon salaire, je perds plus que ce que je gagne du fait d'avoir une voiture. Il me dit, j'ai refusé. Il me dit, je veux une voiture, mais plus petite, qui tous les mois me coûte moins d'argent sur mon salaire. Il a raison, tu vois. Donc tout de suite, on voit, on donne une voiture. Il faut se méfier quand même, tu vois. C'est pas toujours un cadeau. Bien sûr. Et il a raison, tu vois. Mais bien sûr, parce qu'il y a un prix derrière. Bien sûr. Et c'est pour ça, si effectivement tu prends, on met à ta disposition une grosse voiture, mais étant donné qu'on va considérer ça comme étant un avantage en toute nature, comme on appelle ça, effectivement tu vas avoir une diminution salariale qui sera importante et qui sera normal non, mais qui sera prise en compte. Et donc effectivement tu vas avoir conscience de toutes ces choses-là. Comme l'encapsulation des revenus, tu vois, se dire ok, j'ai une société, je garde cet argent dans la société, et donc ça va me permettre de payer moins d'impôts que si je prends cet argent pour moi à titre privé. Enfin, être conscient un petit peu de comment tous ces aspects fiscaux fonctionnent. Et à mon avis, le dernier élément, et là, c'est quelque chose sur lequel on peut faire grand-chose, mais beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres, malheureusement, en fait, n'ont aucune appétence, aucun appétit, aucun intérêt, aucun attrait pour l'argent, pour ces sujets-là. Réellement. Pour avoir discuté avec des gens même qui sont proches de moi. Réellement. Tu te dis, je veux gagner plus. Non, si je pouvais avoir autant. Mais si je pouvais avoir une Ferrari. Si je pouvais partir à tel endroit. endroit. Je serais pas plus heureux avec plus d'argent, ou tu vois. Donc, ok, il y a des gens qui sont vraiment faits pour vivre dans la forêt et pour manger du cerf. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, comme beaucoup de gens qui pensent que pour revenir riche, tu dois faire des conneries, tu dois être dans le mal, tu vois, tu dois faire des choses pas bien. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre. Par contre, si demain tu leur donnes 1 million d'euros gagnés au loto, ils vont bien changer de vie, tu vois. Donc, c'est parce qu'en fait, ils s'en foutent. Je pense qu'il y a certaines, pas tous heureusement, mais il y a beaucoup de gens qui s'en foutent parce qu'ils savent que derrière, pour en gagner plus, il faut faire plus d'efforts. Donc, je préfère m'en foutre et dans le déni et fermer les yeux, tu vois. En me disant, j'ai pas besoin d'argent. Si, t'en as besoin, t'aimerais bien avoir plus d'argent. C'est juste qu'au fond de toi, tu sais que t'as pas les épaules pour faire plus. Et c'est ok, mais à un moment il faut arrêter de se mentir. Et le problème, c'est que si tu penses comme ça en tant que parent, peut-être t'empêches ton fils d'avoir une vie de rêve, tu vois. Donc dis à ton fils que fais ce que tu veux. Si tu veux être boulanger, machin, que tu veux, t'es pas obligé d'avoir un train de vie de fou, c'est propre à chacun. Mais mets-le quand même dans de bonnes conditions en lui apprenant que l'argent, il y a des choses à savoir sur l'argent. Et en fait, elle est là la grosse différence. Moi, ça fait qu'1 an que je connais un petit peu comment fonctionne l'argent. Je l'ai pas appris à l'école, je l'ai pas appris dans ma famille. Pourtant, j'ai une famille où on s'en sort, c'est pas un problème. Mais l'éducation financière, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus. Et au final, je trouve que c'est hyper important. Parce que rien qu'à travers la fiscalité, si tu es bon en fiscalité, tu perds pas d'argent. Donc si tu n'en perds pas, tu en gagnes. Donc voilà. 100% d'accord. Si vous voulez aller plus loin et développer un patrimoine immobilier qui est justement un des leviers pour... sortir de cet étau. Pour vous enrichir en utilisant justement l'effet de levier proposé par les banques, en l'utilisant de la bonne façon. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. On pourra prendre un appel, faire le point sur votre situation et voir comment on peut mettre les choses en place pour vous accompagner éventuellement si je peux me vers permettre, cet objectif. Arrêtez de penser, donc arrêtez pas avec un Z, arrêtez de manière générale de penser que, moi j'étais dans ce cas-là, que je suis né dans une famille où on a des difficultés, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai vraiment côtoyé des gens qui avaient vraiment, on se rend pas compte, mais il y a vraiment des gens qui ont des difficultés, mais de se dire que parce que j'ai grandi dans ce système-là, la vie est comme ça, et que le monde est pourri, et que de toute façon on peut rien faire, l'État nous nique, et je l'entends tous les jours. Ouais, de toute façon j'ai rien à foutre, donc on fume des joints, on est là, on squatte, et on se dit ouais, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire, l'État il prend mon argent, peu importe ce que je fais, tu vois. Tu peux pas t'offrir de... Essaye. Je connais des gens qui ont essayé et qui se rendent compte qu'au final, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes quand on décide de les enfoncer un peu, quoi. Merci Antoine, même si je pense que les gens qui fument des joints et qui disent l'État nous nique sont sur TikTok et pas sur nos vidéos. À une prochaine.